Chers amis, bonjour et bienvenue à cette session de l'AISFAR. On est très content de vous recevoir aujourd'hui pour un topo qui est d'actualité et qui s'intitule Quel ALR après ou pour de la chirurgie abdominale majeure. Comme vous savez, c'est un topo excessivement intéressant auquel, écoutez, 4 invités vont essayer de répondre à cette question. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Marie Binzac, qui est de l'Institut Gustave Roussy, qui nous parlera des blocs de parois. Et puis on passera la parole à Yann Gricourt pour un sujet ancien, mais de renouveau probablement, qui est la péridurale analgésique après cette chirurgie. Après quoi, on ira discuter de la rachianesthésie avec Sophie. Et puis, un non moins jeune et expert tout à fait aguerri. On a la joie de le recevoir aujourd'hui, évidemment. Vous l'avez compris, c'est Marc Bossier. Thématique autour de la chirurgie abdominale majeure, en particulier intérêt du J0, intérêt de l'épargne morphinique, bien sûr, intérêt de la réhabilitation précoce. Quelle technique, quelle sauce, quel intérêt ou bénéfice pour les patients, quel risque. Et puis surtout, n'attendez pas de nous des recettes. Si vous voulez une recette, vous allez voir Cyril Lignac ou bien vous allez sur une émission de télévision. On est là pour apporter les soins les plus appropriés à nos patients et vous développer les techniques à leur service et bien sûr pas l'inverse. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier orateur, qui est Marie. Et écoute, tu as la parole, Marie. Merci, bonjour. L'innervation de la paroi abdominale pour les blocs de paroi est bien sûr assurée par les racines ventrales des rameaux spinaux de T6, T7 à L1. Et l'échographie a permis de développer des blocs de diffusion d'anesthésiques locaux sur les plans musculaires à tout niveau entre la paroi antérieure et la paroi postérieure. Donc, le plus étudié étant bien sûr le transversus abdominis plane block classique au niveau de la ligne axillaire moyenne. Plus d'une cinquantaine de méta-analyses maintenant permettent d'avoir du recul sur son efficacité sur la douleur au repos, la douleur à la mobilisation, à la toux notamment, et son effet d'épargne morphinique jusqu'à 24 heures versus placebo. Les premières méta-analyses ne comportaient pas tellement de paramètres de réhabilitation. C'est maintenant le cas dans les dernières qui sont sorties. Je vous en citer une dans la chirurgie colorectale. Ça ressort, donc vous avez en fait sur la consommation de morphine, bien évidemment, une inefficacité du tabloc versus placebo. Mais par contre, pour tout ce qui est durée d'ILUS post-opératoire, pour ce qui est durée d'hospitalisation, malgré tous les facteurs confondants, bien sûr, ça ne sort pas. Et c'est inconstant sur les nausées, malgré l'effet à montrer d'épargne morphinique, probablement de par l'hétérogénéité des études et également tous les protocoles antiémétiques ne sont pas cités. J'attire juste l'attention sur le fait qu'au niveau des nerfs ilio-inguinaux et ilio-hypogastriques, ils arrivent dans le TAP au niveau de la crête iliaque, mais se superficialisent très vite et donc il vaut mieux les bloquer sélectivement pour la chirurgie inguinale. Ensuite, le TAP le plus développé a été celui qui permet l'analgésie abdominale sus-ombilicale, qui est le TAP bloc oblique sous-costal entre le muscle abdominal transverse et les muscles grands droits. Il permet une diffusion plus haute, donc de T7 à T10, parfois jusqu'à T12. Indication plutôt donc la chirurgie hépatobiliaire et la chirurgie rénale. Même efficacité contre placebo bien démontrée par de multiples études. Et les experts des groupes prospects européens l'ont cité en alternative première à la péridurale avec un TAP bloc sous-costal bilatéral dans leurs recommandations récentes en 2021. Bien évidemment, si cet effet est prolongé par un cathéter de perfusion continue, ce qui est tout à fait possible à ce niveau, c'est encore mieux. Les complications, l'échographie a bien diminué le risque de perforation. Par contre, il y a toujours un risque de résorption systémique avec une toxicité des anesthésiques locaux qui reste à prendre en compte sur ces blocs de diffusion. Les blocs des grands droits, c'est donc à la paroi encore plus antérieure. Ça permet une analgésie de la ligne médiane. Par contre, quand on injecte à un niveau, on a une diffusion d'anesthésiques locaux généralement sur 3, maximum 4 métamères. Et donc, si on veut vraiment une analgésie de T6 à L1, il va falloir faire des blocs étagés et bilatéraux, donc avec au minimum 2 ponctions en sus-ombilical et 1 à 2 en sous-ombilical. Ils sont par contre très intéressants pour tout ce qui est laparoscopie avec incision périombilicale, notamment pour les trous de trocar, avec le bloc para-ombilical bilatéral. Ça marche contre placebo, ça réduit la consommation de morphine et les complications sont rares.
plus récemment, donc, on a eu l'apparition donc, du bloc du carré des lombes, avec d'abord le développement du QLB1 ou latéral, qui est assez proche d'un TAP postérieur, qui consiste à une injection au niveau de la partie latérale du carré des lombes et à côté du muscle abdominal transverse. L'analgésie à ce moment-là est un petit peu plus étendue que pour un TAP, mais plutôt basse et sous-ombilical. Le plus étudié est le QLB2, qui a une diffusion plus large, qui peut aller de T6 à L1. Alors c'est variable, mais il faut voir, le carré des lombes en fait était enveloppé par le fascia thoracolombaire, qui est en communication vers le haut avec le fascia endothoracique et vers le bas avec le fascia iliaque. Et donc une diffusion, même à un seul endroit d'injection, permet une diffusion plus large que le TAP bloc. Et ça c'est bien montré d'ailleurs dans les études récentes de comparaison. Il y a également une petite composante de diffusion paravertébrale qui permet d'avoir une action sur les chaînes ganglionnaires sympathiques et qui permet d'avoir un effet sur la douleur viscérale. Donc ça marche, bien sûr, contre placebo, et ça a un effet d'épargne morphinique. Il y a une méta-analyse qui est sortie récemment qui montre également que probablement que le TAP est inférieur, enfin, le TAP latéral est inférieur au QLB2 avec une analgésie plus étendue et plus longue durée dans le groupe QLB. Le dernier qui est sorti, c'est le QLB antérieur, qui consiste à aller injecter donc, à la paroi antérieure du muscle carré des lombes et à la partie postérieure du muscle psoas. Ça nécessite un patient au moins en décubitus latéral, voire en procubitus. Et on est plus proche de l'espace paravertébral, donc il y a une meilleure diffusion au niveau de la chaîne ganglionnaire sympathique, avec une meilleure prise en charge théorique de la douleur viscérale théorique, et les études commencent à sortir sur leur réelle efficacité. Le QLB3 semble supérieur au QLB2 mais, dans la chirurgie, mais nécessite probablement un peu plus d'études. Attention, par contre, ça peut aussi diffuser au plexus lombaire, et donc il peut y avoir une faiblesse du quadriceps qu'il faut surveiller en post-opératoire immédiat. Voilà, donc en conclusion rapide sur les blocs de parois, oui pour les alternatives aux blocs centraux, oui pour la chirurgie mini-invasive. À l'heure actuelle, la littérature montre que la diffusion est trop hétérogène et on n'a pas des études suffisantes pour pouvoir le recommander par contre en toute première ligne sur la chirurgie abdominale ouverte. Merci. Merci Marie. On va passer aux questions à la fois des co-orateurs et puis des questions par Internet. Je vais tout de suite démarrer par une première question que beaucoup d'anesthésistes se posent. Pour une chirurgie, on va dire, colorectale habituelle, est-ce qu'il vaut mieux faire le TAP ou le QLB avant ou à la fin de la chirurgie? Quelle est votre pratique et qu'est-ce qu'il y a actuellement dans la littérature, Marie? Il y a effectivement qui tendent à montrer qu'il y a un effet avant une analgésie préemptive de diminuer la morphine péropératoire et permet d'avoir probablement un meilleur effet sur la douleur viscérale post-opératoire. Donc il y a des papiers. Après, on perd probablement un petit peu en durée, ce qui peut être tout à fait rattrapable avec un cathéter si on a l'habitude de mettre un cathéter. Marc, peut-être une petite question pour Marie, parce que vous avez une grosse habitude à Montsouris de la chirurgie abdominale lourde. Quelle est votre pratique pour ces blocs-là de parois? Est-ce que vous en faites? Et qu'est-ce que toi, tu recommandes pour ton équipe? Alors oui, on en fait beaucoup et on les fait à peu près tous dans des indications, comme tu l'as rappelé, en fonction des métamères, des attendus de l'étendue du blocage. Je voudrais juste demander à Marie, il y a un effet volume sur ces blocs. Il y a un effet volume, donc il faut quand même en mettre un peu, mais en même temps, on a l'impression qu'au bout d'un moment, ça ne sert pas à grand-chose d'en mettre plus. Qu'est-ce que tu conseilles? C'est une question compliquée parce que je n'ai pas de littérature pour répondre fortement, mais oui, bien évidemment, il y a un effet minimal volume. Ça, il faut 15 à 20 millilitres sur les blocs de diffusion qu'il faut respecter, sinon effectivement la diffusion n'est pas aussi étendue qu'on le souhaiterait. Maintenant, ça dépend bien sûr de savoir si vous voulez faire un bloc bilatéral, il va falloir faire vos calculs de dose maximale avec bien évidemment 225 mg pour la naropène et 150 mg pour la lévobupie pour éviter les effets de résorption systémique également. Merci Marie. Pour l'instant, on a une autre question sur le chat via nos personnes qui sont en train de regarder à distance. La question est parfois un peu compliquée à répondre. C'est pour la chirurgie, on va dire, sus-mésocolique. On sait que le TAP probablement a moins d'efficacité sur les rameaux intercostaux, on va dire, de C5, C6, T7, T8, sur ces rameaux-là. Est-ce que vous faites des TAP, vous, dans cette indication? Et éventuellement, est-ce que vous faites ce que l'on appelle des TAP subcostaux, donc un petit peu plus haut et un petit peu plus latéral?
Parce qu'on sait très bien que la diffusion des anesthésiques locaux dans le fascia, en particulier dans le fascia thoracolombaire, a une certaine difficulté à avoir cette diffusion caudale. Alors, on n'a pas cette expérience à Gustave Roussy. Par contre, ce qu'on peut associer facilement, c'est un bloc des muscles grand droit très haut pour essayer de gagner sur ces quelques métamères effectivement qui échappent au tap bloc sous-costal. Sinon, on compense effectivement avec un peu de morphine en post-opératoire. Non, je n'ai pas cette expérience. Une des difficultés, notamment en célioscopie, c'est que sur les orifices de trocar, les dermatomes sont souvent éloignés. Et donc, il faut forcément faire des techniques qui couvrent le plus grand nombre de dermatomes. Et c'est une des limites du TAP. Pour une dernière question, parce qu'on a encore un petit peu de temps, finalement, pourquoi faire des tapes pour la célioscopie alors que le chirurgien pourrait très bien faire des infiltrations de parois? Est-ce que dans la littérature, on sait qu'il n'y a pas d'études, on va dire, prospectives, randomisées, avec un nombre de sujets extrêmement important pour la tester ou l'affirmer? Ton avis, Marie? Sur les recommandations européennes des groupes prospects, effectivement, le bloc de paroi n'est pas toujours en première alternative et parfois l'incision des trous de trocar a été recommandée, notamment sur la prostate. Et c'est vrai que c'est parfois plus simple de laisser le chirurgien infiltrer les trous de trocar avec une efficacité qui est montrée que de réaliser un TAP. Maintenant, sur la principale indication que nous retenons chez nous, c'est vraiment l'échec du bloc central avec la nécessité d'une alternative, si possible avec un cathéter, sur notamment des patients en chirurgie abdominale majeure qui se retrouvent en réanimation. On sait que ça peut permettre un sevrage respiratoire plus rapidement quand on arrive à avoir cette analgésie de paroi en post-opératoire. Juste un petit mot complémentaire. L'infiltration, il y a eu des comparaisons qui ont été faites et qui montrent que finalement, il n'y a pas de différence d'efficacité analgésique entre un TAP et l'infiltration. Mais il y a une réserve à ça, c'est que l'infiltration, elle doit être bien faite. Elle doit être faite dans des plans profonds, elle doit être faite par des chirurgiens qui savent qu'il faut toucher les plans profonds pour être efficace. S'ils font juste l'infiltration sous-cutanée, ça ne marche pas. Alors, on va profiter de la présence de Marc pour lui poser la question qui tue. Il y a toujours la question qui tue dans le diaporama, puis on demandera l'avis de Marie aussi. C'est... J'ai un patient qui a reçu de la lido-IV, puisque je sais que tu es le spécialiste de la lido-IV, tu nous as fait des très jolis topos déjà à la SFAR. Quand est-ce que je fais mon TAP bloc? Est-ce que je le fais alors que la perfusion, elle coule toujours en fin d'intervention? Est-ce que j'attends 1 heure, 2 heures? C'est l'éternel débat. Marc, ton avis? Alors, la lido-IV, chez un adulte sain, s'élimine assez rapidement. La T1,5, c'est 60 à 90 minutes. Et donc, dans notre pratique, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on arrête la lido-IV un peu avant la fin de l'intervention. On fait le bloc de paroi à distance avec les doses qu'on utilise. Si on suit les recommandations sur les doses de lidocaïne intraveineuse et sur les anesthésiques locaux qu'on met dans les blocs de paroi, on est très loin des seuils toxiques. Moi, je me baserai sur les recommandations des groupes prospects qui, sur la prostate, je crois, avaient dit qu'il fallait plutôt, si possible, attendre 4 heures après la fin de la perfusion IV et d'arrêter la perfusion de lidocaïne et puis de faire le TAP bloc 4 heures après, ce qui est parfois compliqué en pratique clinique et inversement. Il y a un commentaire complémentaire? Il y a toujours cette question de la lidocaïne, mais voilà, je crois que personne n'a vraiment la réponse. 4 heures semble beaucoup sur les recos, 1 heure comme vous le présentez, j'ai presque envie de dire c'est assez équipe dépendante. Mais écoutez, merci beaucoup.